Alors, chers collègues, chers amis, bonsoir et bienvenue au symposium organisé par Gilead. Nous saisissons cette occasion pour les remercier de nous avoir donné l'opportunité de parler des hépatites virales B et C et du VIH. Un grand merci aussi à M. Mansouri pour l'organisation. Alors, durant ce symposium, nous aurons trois topos. Donc, nous allons voyager un peu en Afrique. On commencera par Moussa Seydi qui parlera des nouvelles infections VIH en Afrique francophone. Nous parlerons avec Alice Guingan du Burkina Faso de l'accro-infection donc VIH, VHC. Et nous terminerons le symposium avec Kamel Filali, marhoum du Maroc, qui lui parlera d'épidémiologie et de la co-infection VIH-VHB. Alors avant de donner la parole à Moussa Seydi, je tiens à préciser sur le plan réglementaire que les produits présentés, les médicaments présentés au cours de ces présentations n'ont pas tous l'AMM en Afrique francophone ou au Maghreb. Alors, sans plus tarder, après cette brève introduction, vous pouvez aussi poser des questions à travers le chat et nous essayerons de répondre. Donc, je passe tout de suite la parole à Moussa Saïdi, qui est du Sénégal, qui va nous parler des nouvelles infections à VIH en Afrique francophone. Cher Moussa, vous avez la parole. Je suis le professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fann à Dakar, ici au Sénégal. Je voudrais, à l'entame de mon propos, féliciter et remercier très fortement les membres de l'équipe Gilead pour le travail magnifique qu'ils font dans le domaine de l'infectiologie, mais aussi pour l'opportunité qu'ils nous donnent d'échanger sur un problème majeur de santé publique, l'infection à VIH. Comme pour tout problème majeur de santé publique, surtout s'il s'agit d'un problème infectieux, le nerf de la guerre repose sur la prévention. Et plus particulièrement dans ce cas qui nous concerne, la prévention des nouvelles infections. Il est donc tout à fait légitime d'essayer de répondre à la question: quels sont les nouveaux patients infectés par le VIH en Afrique francophone et quelle prévention? Mais auparavant, permettez-moi de vous rappeler pourquoi l'infection à VIH continue d'être un problème accru de santé publique dans le monde. Tout d'abord, il s'agit d'une pandémie qui touche la planète tout entière, même si tous les pays ne sont pas touchés de la même manière. Rien qu'en 2019, le nombre de personnes vivant avec le VIH était estimé à 38 millions. Parmi ces derniers, 25,4 millions étaient sous traitement antirétroviral et 690 000 sont décédés. Quant au nombre de nouveaux cas, il était estimé à 1,7 million. Je le disais au début, tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. En effet, c'est l'Afrique subsaharienne qui paye le plus lourd tribut à cette pathologie, puisque plus de 60% des cas, depuis des décennies, ont été observés dans cette partie du monde. En Afrique de l'Ouest et du Centre, où se situent la plupart des pays francophones, le nombre de cas était estimé à 5 millions. Par contre,
En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, le nombre de cas était estimé à 240 000. Il est donc clair que l'infection à VIH constitue plus un problème de santé publique en Afrique de l'Ouest et du Centre que dans les pays du Maghreb qui sont des pays en règle francophone. Cependant, il y a eu des progrès qui ont été notés dans l'évolution vers l'atteinte des 3,90 de l'ONU-SIDA. En Afrique de l'Ouest et du Centre, ces objectifs ne sont pas encore atteints. Quelques rares pays l'ont atteint, même en Afrique subsaharienne, de manière globale. Par contre, pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, le gap pour l'atteinte de ces trois objectifs est important, puisque moins de la moitié des patients vivant avec le VIH connaissent réellement leur statut dans cette partie du monde. Un patient sur 3 est sous traitement antirétroviral. Et à peu près un patient sur 5 parmi ceux qui sont sous traitement antirétroviral a atteint le stade de suppression virologique, le stade où on peut dire que le traitement a été véritablement efficace. C'est un problème de santé publique compte tenu du nombre de patients atteints, compte tenu du nombre de décès, compte tenu des nouvelles infections. Mais pour lutter plus efficacement contre cette pandémie, il est essentiel d'identifier quels sont les nouveaux patients infectés par le VIH pour leur offrir une prévention adaptée. Oui, toute personne, quel que soit son âge, et quel que soit son sexe et quel que soit le pays dans lequel il vit, peut être infectée par le VIH. Il n'en demeure pas moins que 4/5 au moins des filles de 15 à 19 ans infectées par le VIH vivent en Afrique au sud du Sahara. Et que plus de 62% des populations clés, notamment les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, les professionnels du sexe, les consommateurs et les consommateurs de drogues injectables, ainsi que leurs partenaires, sont concernés par les nouvelles infections. Cela se comprend du fait de la vulnérabilité de ces populations clés. Comme vous le voyez ici, l'incidence de l'infection à VIH est 13 fois plus élevée chez les professionnels du sexe femme que l'incidence dans la population générale. Cette incidence est 22 fois plus élevée chez les personnes qui s'injectent de la drogue que dans la population générale. Cette incidence est 28 fois plus élevée chez les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes que dans la population générale. Et cette incidence est également 13 fois plus élevée chez les femmes transgenres que dans la population générale. Cette vulnérabilité explique en partie pourquoi l'épidémie est de type concentré dans beaucoup de pays. Par exemple, au Sénégal, la prévalence de l'infection à VIH dans la population générale est de 0,4% selon les données de l'ONU-SIDA en 2019. Celle des femmes enceintes était de 0,7% en 2014. Cette prévalence relativement faible dans la population générale est élevée chez les consommateurs de drogues injectables, où elle est 10 fois plus élevée que dans la population générale. Elle est de même
15 fois plus élevé chez les professionnels du sexe que dans la population générale et 70 fois plus élevé chez les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes que dans la population générale. Concernant ces derniers, à Dakar, un homme ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes sur 2 est infecté par le VIH. La prévalence de l'infection VIH chez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes est beaucoup plus élevée à Dakar que dans les autres régions. Elle est de même plus élevée chez les patients, chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes âgés de plus de 5 ans que chez ceux qui étaient âgés de moins de 25 ans. Alors, ayant identifié les personnes qui sont le plus souvent infectées, nouvellement infectées par le VIH, il devient plus facile de proposer une prévention. Concernant, par exemple, les consommateurs de drogues injectables, il faut une communication pour un changement de comportement, mais aussi la mise en place de programmes permettant à ces usagers de drogues injectables d'accéder à des seringues stériles. Programmes d'échange de seringues, par exemple, dans des centres de prise en charge intégrés des addictions ou des méthodes de substitution à base de méthadone pourront être proposées. Et d'autres services inhérents à la prise en charge globale. La réduction du risque de transmission sexuelle chez les professionnels du sexe et chez les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes nécessite l'addition de méthodes biomédicales telles que le dépistage et le traitement des infections sexuellement transmissibles, puisque ces infections peuvent augmenter le risque de survenue d'une infection à VIH. Mais il faut également faire un dépistage régulier et périodique de l'infection à VIH chez toute population à risque élevé d'être infectée par le VIH. Le treatment as prevention, qui est valable pour toutes les populations infectées par le VIH, parce que ce traitement permet, en plus de réduire la charge virale communautaire, ce qui à la longue aura une incidence en matière de santé publique. La prophylaxie chez les personnes séronégatives à risque, prophylaxie pré-exposition, appelée PrEP, il s'agit de l'administration d'antirétroviraux à base de tenofovir. Le plus souvent, c'est l'association tenofovir et emtricitabine qui est utilisée avant l'accomplissement d'un acte sexuel potentiellement contaminant. Mais cette prophylaxie peut aussi se faire en post-exposition, après l'accomplissement d'un acte sexuel potentiellement contaminant. J'aimerais bien revenir sur les 3 dernières méthodes. Le treatment as prevention a montré son efficacité depuis longtemps, notamment dans l'étude HPTN 052. Dans cette étude, comme vous le constatez, il y a eu une diminution du risque de transmission du VIH dans les couples sérodiscordants du patient VIH positif vers son ou sa partenaire VIH négatif de 96% lorsque le traitement antirétroviral a été immédiatement démarré. Nous savons aussi, d'après les études, que lorsque la charge virale est indétectable, la transmission du VIH ne se fait pas dans les couples hétérosexuels, que ce soit de l'homme vers la femme ou de la femme
vers l'homme. L'efficacité donc du treatment as prevention n'est plus à démontrer. Quant à la prophylaxie pré-exposition, c'est vrai, des résultats discordants ont été notés, mais dans l'écrasante majorité des cas, l'efficacité a été prouvée. Au moins plus de 15 études montrent l'efficacité de la prophylaxie pré-exposition. Que ce soit dans les couples sérodifférents, vous le voyez ici dans une étude faite au Kenya, en Ouganda, l'administration par voie orale de l'association tenofovir impricitabine tous les jours a permis de réduire le risque d'infection de 75%. Cette réduction était juste de 67% lorsque le tenofovir était administré sans être associé au FTC. Dans les couples homosexuels, il a été également démontré dans une étude qui s'est faite au Royaume-Uni, en France et au Canada, que le risque de transmission du VIH était réduit de plus de 85% lorsqu'il y avait une administration de tenofovir associé au FTC avant le rapport en quotidien, tous les jours, parce qu'il s'agit ici de la prophylaxie pré-exposition en continu. La PrEP en continu est la meilleure option. Elle donne de meilleurs résultats et non la PrEP à la demande. C'est une notion importante à retenir, comme le fait que la PrEP prise de manière cohérente et correcte réduit le risque d'infection par le VIH à près de zéro. Le fait qu'elle soit efficiente et demandée par les populations clés et que cette PrEP doit être fournie dans le cadre d'un ensemble complet de services de prévention du VIH et des IST. Il faut en fait retenir également que l'efficacité de la PrEP diminue si l'observance n'est pas correcte. D'où l'intérêt d'une bonne éducation thérapeutique avant la prescription de cette méthode de prévention. La PrEP est indiquée prioritairement lorsqu'il y a un risque d'infection élevé chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, chez les consommateurs de drogues injectables, chez les personnes professionnelles du sexe, chez les personnes transgenres, chez les personnes vulnérables exposées à des actes sexuels non protégés. Dans les couples également sérodifférents, lorsque la personne infectée par le VIH n'est pas sous traitement antirétroviral. Malgré son efficacité et la connaissance des indications prioritaires, l'utilisation de la PrEP est limitée. Pourquoi? Pour beaucoup de raisons sur lesquelles il est important de réfléchir, parce que sa mise en œuvre pose toujours problème, surtout ici en Afrique francophone. La prophylaxie post-exposition peut être proposée lorsqu'il y a un rapport sexuel potentiellement contaminant, mais cette prophylaxie se fait au mieux moins de 4 heures après l'exposition. En tout état de cause, elle est inefficace après 48 heures. Et cette prophylaxie post-exposition doit durer au moins 4 semaines. Elle peut se faire grâce à une bithérapie, mais au mieux grâce à une trithérapie. Oui, le traitement comme moyen de prévention, le TASP, le traitement, la
prophylaxie pré-exposition, PrEP, la prophylaxie post-exposition sont efficaces dans le cadre de la prévention des nouvelles infections. Mais elles doivent s'intégrer dans le cadre plus global des méthodes que l'on dit combinées. Et ces méthodes doivent être choisies en fonction du contexte, du pays et des politiques de santé. Parmi les méthodes qu'on peut ajouter à ces 3 méthodes que je viens de dire, la circoncision masculine, le traitement des infections sexuellement transmissibles, l'utilisation du préservatif chez la femme et ou chez l'homme, le counseling et le testing. Les autotests peuvent vraiment changer la situation en ce qui concerne le testing chez les populations clés, les méthodes comportementales, l'utilisation de microbicides chez les femmes. C'est en combinant plusieurs méthodes et en essayant d'atteindre les objectifs de l'ONU-SIDA qu'on arrivera à faire disparaître l'infection à VIH comme problème de santé publique dans le monde. Rappelons-le, les objectifs de l'OMS, de l'ONU-SIDA, c'était d'atteindre les 3,90 en 2020 et les 3,95 en 2030. Mais tout ceci ne peut se faire en vérité que dans un cadre sans discrimination, notamment envers les personnes, les populations vulnérables. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Merci à Seydi Moussa pour cette première intervention concernant les nouvelles infections à VIH. Donc, un exposé très clair. Nous avons déjà quelques questions sur le chat, donc j'invite les participants à poser beaucoup de questions puisqu'on aura en fin de symposium un débat. Alors, sans plus tarder, j'ai le plaisir d'introduire le professeur Alice Guingan du Burkina Faso, hépatogastroentérologue, et qui va traiter des co-infections VIH-VHC en Afrique de l'Ouest et au Maghreb. Donc, vidéo, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je suis Dr Guingane Alice, médecin hépatogastro-entérologue et doctorante en virologie clinique. Je remercie toute l'équipe de Gilead qui me donne l'occasion de présenter une thématique lors de leur symposium au cours du congrès AFRA-VIH. Sans plus tarder, nous allons aborder la thématique donc de l'épidémiologie de la co-infection VIH-VHC en Afrique de l'Ouest et au Maghreb et faire l'état des lieux de la prise en charge. Nous allons tout d'abord commencer par l'épidémiologie de la co-infection VIH-VHC. Sur cette carte ici présentée à gauche, nous vous présentons les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, parmi lesquels nous pouvons citer, entre autres, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Niger, etc. À droite, nous vous avons représenté les différents pays du Grand Maghreb, avec la Mauritanie, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et la Libye. Pourquoi s'intéresser à l'épidémiologie de la co-infection VIH-VHC? L'intérêt est triple. Tout d'abord, cette épidémiologie va nous permettre de connaître l'ampleur et les dynamiques de ces infections dans les différents pays que nous étudions, mais aussi d'évaluer l'impact et le poids que peuvent représenter cette co-infection pour les systèmes de santé de ces différents pays. Enfin, l'épidémiologie va nous permettre d'adapter la réponse à l'épidémie, car nous savons bien qu'une stratégie bien ciblée peut changer le cours d'une épidémie. Quelles sont l'ampleur et les dynamiques?
La prévalence de la co-infection VIH-VHC dans la littérature a été décrite comme très variable d'une étude à l'autre et aussi variable selon les régions géographiques, selon les populations étudiées. La plupart des études ont été réalisées partant de cohortes de personnes vivant avec le VIH, parmi lesquelles ont été évaluées la proportion de personnes ayant également l'anticorps anti-VHC. Et nous savons qu'au niveau mondial, 6,2% des PV-VIH sont concernés par l'infection par le virus de l'hépatite C, représentant ici 2,3 millions de personnes. En Afrique de l'Ouest, partant toujours de cohortes de personnes vivant avec le VIH, la séroprévalence de cette infection par le VHC a été estimée à 5,73%, ce qui reste très élevé. Au Maghreb, nous avons noté une insuffisance de données. Cependant, le fardeau de cette co-infection est probablement moins lourd qu'en Afrique de l'Ouest, du fait même de la faible prévalence de chacune de ces infections prises isolément. Par exemple, pour le VIH, au Maghreb, il s'agit essentiellement d'épidémies concentrées au niveau des populations clés, avec une prévalence autour de 0,1%. La rareté de ces publications sur la prévalence de cette co-infection a bien été illustrée dans cette étude parue dans le Lancet en 2016 et réalisée par l'OMS dans le but d'aider les politiques de prise en charge, de dépistage et de soins des patients co-infectés par le VIH et le VHC. Nous voyons bien que dans la région de l'Afrique de l'Ouest, seulement 11 études avaient été publiées dans cette méta-analyse. Et si nous nous intéressons maintenant à la région de l'Afrique du Nord, nous ne retrouvions qu'une seule étude s'intéressant à cette séroprévalence. Toujours dans cette étude, si nous nous intéressons cette fois-ci aux personnes vivant avec le VIH, incluant les personnes s'injectant des drogues, nous voyons bien qu'en Afrique subsaharienne, de manière générale, la prévalence de cette co-infection est autour de 19%, tandis qu'en Afrique du Nord, elle est autour de 2%, ce qui nous montre bien une différence nette entre les prévalences dans les deux régions concernées. La prévalence de cette co-infection a également été étudiée dans d'autres types de populations clés, notamment les personnes s'injectant des drogues, les hétérosexuels, les femmes hétérosexuelles ou encore les femmes enceintes, les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes et aussi dans les populations générales. Nous voyons bien que parmi toutes ces populations clés, les personnes s'injectant de la drogue ont une plus forte prévalence avec environ 22,4%, suivies par les femmes enceintes et celles exposées hétérosexuelles avec une prévalence d'environ 40%. Sur cette carte mondiale représentant la répartition des cas de co-infection VIH-VHC, si nous nous intéressons à la région du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest, nous voyons bien qu'il y a une raréfaction des études sur cette séroprévalence, aussi bien en population générale, chez les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, chez les personnes vivant avec le VIH, mais aussi chez les personnes s'injectant des drogues. Et cette rareté est encore plus accentuée pour les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes et les personnes s'injectant des drogues. Donc, une mauvaise description de l'épidémie dans ces populations clés. Si la majeure partie des études ont été réalisées partant de personnes vivant avec le VIH, certaines études ont été faites sur la base de cohortes de personnes infectées par le virus de l'hépatite C. Dans cette étude, également parue dans le Lancet en 2015, nous voyons bien qu'il y a une fois de plus une rareté d'études dans le Maghreb sur la question, tandis que au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ici représenté, quelques pays ont fourni des résultats, mais tous ces pays concluent une fois de plus à une séroprévalence élevée du virus de l'hépatite C avec des preuves de variation régionale dans la population générale. Plusieurs modes de transmission existent pour ces deux virus. Ils sont connus. Cependant, certains modes sont propres aux us et coutumes existant dans les différentes régions que nous étudions, notamment l'excision, la circoncision, l'escarification, qui se retrouvent souvent en Afrique de l'Ouest, entre autres. Ainsi, nous pouvons retenir que le VIH et le VHC ont les mêmes voies de transmission, c'est-à-dire la voie parentérale, la voie sexuelle, la voie verticale, avec bien sûr des efficacités de transmission différentes, parce que le virus de l'hépatite C est 10 fois plus contagieux que le virus du VIH. Cependant, les deux principaux modes de transmission restent quand même la consommation de drogue intraveineuse et les transfusions sanguines.
Si nous nous intéressons à l'épidémie de virus de l'hépatite C uniquement, en 2015, les procédures de soins de santé non sécuritaires et l'utilisation de drogues injectables étaient les principales causes des nouvelles infections au niveau mondial. Quel fardeau représente cette co-infection pour les différents systèmes de santé des pays que nous étudions? Le fardeau réel de ces infections actives par le virus de l'hépatite C chez des personnes vivant avec le VIH est mal connu en réalité. Parce que, d'une part, il existe une insuffisance de données même sur la prévalence du virus de l'hépatite C dans toutes les populations clés, comme nous l'avons démontré dans les études précédentes, mais aussi parce qu'il existe un risque de surestimation, car ces études sont basées pour la plupart sur les anticorps anti-VHC et non sur l'ARN du VHC, quand nous savons que 20 à 30% des personnes qui ont de l'anticorps anti-VHC positif élimineront spontanément le virus et deviendront des personnes ARN-VHC négatives. Ainsi, de manière générale, nous pouvons dire qu'en Afrique subsaharienne, le fardeau est probablement important en raison du fardeau même élevé de l'infection par le VIH ou par le virus de l'hépatite C, comme le montrent les études. Par contre, au Maghreb, ce fardeau semble moins lourd car ces infections sont moins prévalentes, mais aussi il existe une particularité, c'est que dans les régions du Maghreb, les personnes s'injectant des drogues sont des contributeurs sans doute et probablement majeurs, mais non, comme on le pense dans d'autres régions, des contributeurs dominants. Si nous nous intéressons cette fois-ci à la mortalité liée aux hépatites virales, nous voyons bien que les hépatites virales C occupent la deuxième place après les hépatites virales B en termes de mortalité. Et cette mortalité est surtout associée aux hépatocarcinomes ou encore aux cirrhoses virales. Cette fois-ci, si nous comparons la mortalité liée aux hépatites virales avec les autres pandémies que sont la malaria, la tuberculose ou encore le VIH, nous voyons qu'au fil des années, seule la mortalité liée au VIH a une tendance à la croissance, d'où l'intérêt de renforcer les systèmes de santé en matière de lutte contre les hépatites virales pour réduire les taux de morbimortalité. L'association entre ces deux virus augmente les cas de morbimortalité. En effet, le cancer du foie primitif est plus agressif et plus précoce chez les patients co-infectés que chez les patients mono-infectés. La co-infection VIH-VHC multiplie par 2 le risque de développer une maladie classant SIDA et les atteintes hépatiques sont la principale cause de décès chez les personnes co-infectées par le VIH et le VHC. À la question, la réponse à cette épidémie est-elle adaptée? Nous pouvons répondre en faisant l'état des lieux de la prise en charge de cette co-infection dans les différents pays concernés. Une prise en charge adéquate sous-entend des services de qualité en termes de prévention, de diagnostic, de traitement, de maintien sous traitement et de soins chroniques, comme le définit l'OMS. L'atteinte de l'élimination de cette co-infection dans les régions concernées par notre étude passe à la fois par une stratégie globale, mais aussi par une stratégie de micro-élimination. Abordons d'abord la stratégie globale. Cette stratégie globale devrait mettre en lien tous les partenaires techniques et financiers ici représentés, tels que les gouvernements, l'OMS, les médecins généralistes, les spécialistes, les autres professionnels de la santé, mais aussi les politiques, les chercheurs, les industries pharmaceutiques, les ONG et les associations de patients. Tous ceux-ci doivent mettre au centre de leur réflexion le patient et la prise en charge des co-infections VIH-VHC doivent être gérées de manière appropriée pour garantir le gain de santé acquis grâce au traitement contre le virus du VIH. Il y a également une nécessité absolue de collaboration étroite entre le programme de VIH et les programmes de lutte contre les hépatites virales, en mettant en place des services intégrés couvrant les différents soins que sont la prévention, le diagnostic, le traitement, le maintien sous traitement et les soins chroniques aux patients. La micro-élimination est une étape indispensable vers l'élimination de cette infection au sein des populations dans les pays que nous étudions, car nous l'avons déjà dit que
dans ces populations, les épidémies sont plutôt concentrées au niveau des populations clés. Ainsi, des approches ciblées et de proximité sont nécessaires pour ces populations clés, car il peut exister des stigmatisations ou d'autres facteurs pouvant limiter leur accès aux différents soins et à la prise en charge adéquate. Si cette prise en charge n'est pas adéquate, le risque est qu'il persiste au sein de ces populations ces infections qui vont donc être des poches d'entretien d'infection dans ces populations. De manière générale, le traitement du virus de l'hépatite C est important pour toutes les personnes co-infectées par le VIH. Ce traitement du virus de l'hépatite C n'est jamais une urgence, cependant, lorsqu'il est proposé précocement, il prévient les dégâts au niveau du foie. Les antirétroviraux à action directe sont recommandés pour toute personne infectée par le virus de l'hépatite C, quel que soit l'état de fibrose au niveau hépatique. Il faudrait privilégier des schémas thérapeutiques avec très peu d'actions d'interaction médicamenteuse. Malgré les directives existantes recommandant un traitement pour tous, de nombreux systèmes de santé nationaux et des organismes d'assurance publics ou privés limitent actuellement le traitement uniquement aux personnes atteintes de fibrose avancée, ce qui est dommage et est essentiellement lié à des questions financières, contrairement à ce qui est recommandé. Si nous nous intéressons maintenant à la cascade de soins de prise en charge des personnes infectées par le virus de l'hépatite C, nous avons ici en jaune la région de l'Afrique. Nous voyons bien que les personnes infectées sont ici représentées et si nous comparons les personnes infectées par rapport aux personnes diagnostiquées, nous voyons bien que nous avons un gap de 70% à combler. Si nous nous intéressons maintenant aux personnes mises sous traitement, nous voyons que nous avons un gap de 73% à combler et cette cascade a été réalisée en 2015. Ce gap est à combler si nous voulons atteindre les objectifs de l'OMS de 2030 qui sont d'éliminer les hépatites virales comme problème de santé publique au niveau mondial. Concernant le VIH, nous voyons bien que si nous prenons la région du Moyen-Orient et celle de l'Afrique du Nord, les deux prises ensemble constituent l'une des deux régions au monde où les décès liés au VIH continuent d'augmenter et où le recours au dépistage et l'accès au traitement, ils sont nettement en dessous de la moyenne mondiale. Ces résultats ont été publiés en 2019, ce qui veut dire qu'il y a encore des efforts à faire pour améliorer la prise en charge de ces co-infectés au niveau des différentes régions. Nous allons maintenant aborder quelques organisations pratiques de cette prise en charge dans différents pays de l'Afrique de l'Ouest et au Maghreb. Nous avons ici représenté quelques pays de l'Afrique de l'Ouest et nous nous sommes intéressés à l'existence ou non de programmes VIH et de programmes de lutte contre les hépatites. Nous voyons bien qu'il existe pour chacun de ces pays des programmes de VIH. Par contre, les programmes de lutte hépatite, eux, ont été mis en place très récemment et dans certains pays, il n'en existe toujours pas. En nous intéressant à la question est-ce que ces programmes sont intégrés, nous voyons bien qu'ils ne sont pas toujours intégrés, ce qui ne va pas permettre de bénéficier de l'expérience acquise dans la lutte contre le VIH pour en faire bénéficier les programmes de lutte contre les hépatites virales. Nous sommes ensuite intéressés à l'existence ou non de stratégies nationales de dépistage. Pour le VIH, c'est un acquis au niveau des différents pays de l'Afrique de l'Ouest ici représentés. Cependant, il n'existe pas de stratégie de dépistage nationale pour les hépatites virales dans ces différents pays. Nous voyons bien que si les ARV sont gratuits dans ces pays, les antirétroviraux à action directe, eux, sont payants. Les bilans pour le VIH, eux, sont pour la plupart du temps gratuits, mais avec des ruptures, on signale cependant. Par contre, les bilans liés aux hépatites virales, eux, sont payants par les patients. Concernant les schémas thérapeutiques de première intention, aussi bien pour le VIH que pour le VHC, nous voyons bien qu'ils sont assez uniformisés dans la zone de l'Afrique de l'Ouest, avec des schémas bien connus qui réduisent les risques d'interaction médicamenteuse. Par contre, ils sont payants avec un coût moyen de 500 000 francs CFA pour les 3 mois de traitement, ce qui reste exorbitant pour la plupart des patients africains. Intéressons-nous maintenant à l'exemple du Maroc pour un exemple au niveau du Maghreb. Nous voyons bien que le lancement des différentes activités de lutte contre les hépatites virales s'est fait également récemment. En 2012, il y avait par exemple le lancement du programme d'accès aux soins pour l'hépatite virale C.
En 2016, il y avait la préparation de la stratégie nationale de lutte contre les hépatites virales 2017-2020 et nous avons représenté ici quelques résultats de leurs actions avec une augmentation croissante du nombre de personnes prises en charge. Au départ, cette prise en charge se faisait pour des patients ayant une fibrose supérieure ou égale à F2, puis elle s'est étendue à des personnes n'ayant pas d'atteinte hépatique, de fibrose hépatique avancée, avec des résultats assez intéressants, avec environ 90% de succès. En conclusion, nous pouvons dire que les personnes vivant avec le VIH sont à haut risque d'infection par le virus de l'hépatite C, en particulier les personnes s'injectant des drogues et les autres populations clés. Un dépistage systématique du virus de l'hépatite C chez les personnes vivant avec le VIH est nécessaire, y compris un bon lien avec les soins et le traitement. Une stratégie de micro-élimination ciblant les populations clés est indispensable pour atteindre l'objectif d'élimination au niveau des populations que nous étudions. Il faudrait également améliorer la surveillance et la surveillance des données nationales sur la prévalence du virus de l'hépatite C dans toutes les populations, y compris les populations clés, afin d'aider les pays à bien définir l'épidémiologie et à mettre en place des politiques efficaces de lutte contre cette co-infection au sein des différents pays. D'énormes défis demeurent en Afrique de l'Ouest et au Maghreb, qui sont entre autres l'amélioration du dépistage des populations à risque, la sensibilisation et la prévention des populations de manière générale, la réduction du stigma, la réduction des coûts de la biologie ou encore des traitements, le traitement de toutes les personnes co-infectées, la réduction des nombres de personnes perdues de vue dans les soins, l'amélioration du nombre de spécialistes, et tout ceci devra conduire à la réduction de la morbimortalité liée à la co-infection VIH-VHC. L'atteinte de cet objectif nécessite impérativement un engagement des pouvoirs publics et un financement des différents programmes, car lorsqu'ils existent, ils ne sont pas toujours financés, et une mise en place de stratégies nationales efficaces de lutte contre ces deux infections qui sont un lourd fardeau pour les différents systèmes de santé. Une question importante demeure. Quel est l'impact de la pandémie à COVID-19 sur la prise en charge de ces co-infectés dans les différents pays? Nous espérons bien que les études qui seront menées ultérieurement nous permettront d'évaluer et d'amoindrir l'impact afin de continuer d'évoluer vers les objectifs de l'OMS d'élimination de ces deux virus en termes de problèmes de santé publique. Nous allons terminer par des remerciements que nous adressons à toutes les personnes qui nous ont permis de faire ce travail et nous vous remercions pour votre attention et bonne journée à tous. Merci Alice d'avoir apporté donc clairement la problématique de la co-infection VIH-VHC en Afrique de l'Ouest et au Maghreb. Vous avez bien fait donc de parler dans la conclusion de l'impact de l'infection à la COVID-19 sur ces programmes. Ça va certainement impacter négativement cette lutte. Alors, j'invite toujours les participants à poser des questions sur le chat, il y en a pas mal. Alors, sans plus tarder, j'introduis avec plaisir le docteur Kamel Marhoum Filali de Casablanca, donc infectiologue, qui lui va parler de la même problématique, mais cette fois-ci concernant le VHB, co-infection VIH-VHB, donc au Maghreb et en Afrique de l'Ouest. Vidéo, s'il vous plaît. Bien, merci, Monsieur le Président. Bonjour, chers collègues, chers amis. J'ai le plaisir de vous présenter un aperçu sur l'épidémiologie de la co-infection hépatite B-VIH au niveau de l'Afrique de l'Ouest et également au niveau du Maghreb, avec un bref état des lieux de cette co-infection, de cette lutte contre cette co-infection.
Voilà, donc je pense que là, vous devez voir ma présentation. Donc, nous allons parler d'épidémiologie de cette co-infection VHB-VIH. Et je commencerai par cette slide qui concerne la journée mondiale contre l'hépatite, les hépatites en général, qui a eu lieu en 2020, donc très précisément le 28 juillet 2020. Et l'OMS rapporte quelques données chocs. Tout d'abord que 325 millions de personnes sont atteintes d'hépatite virale B ou C, que 900 000 décès par an sont imputables à l'hépatite B, que 10% seulement des personnes ayant une hépatite B savent qu'elles sont atteintes et que 42% des enfants dans le monde bénéficient de la dose de vaccin anti-hépatite B prévue à la naissance. Alors, avant d'entrer dans la prévalence de la co-infection, voyons ce qui se passe par rapport, disons, à la mono-infection par l'hépatite B. Quelles sont les estimations de prévalence? Quelles sont les estimations du nombre de personnes vivant avec le VHB dans le monde? Alors, voilà quelques données de l'OMS. Vous savez que c'est une étude qui a été réalisée par l'OMS et qui a été publiée en 2017 et qui, en fait, fait le point à fin 2015. Alors, les choses importantes à noter ici, c'est que l'Afrique, la région Afrique se retrouve en deuxième position parmi les régions les plus touchées par le problème de l'infection par le VHB et que disons le Maghreb, qui est situé au niveau de la région Est-Méditerranée, est en quatrième position donc, concernant la prévalence. Donc, juste pour avoir des chiffres de façon assez globale, en Afrique, région Afrique, on pense qu'il y a près de 60 millions de personnes qui vivent avec le VHB. Et dans l'autre région, donc la région Méditerranée, Est-Méditerranée, et au niveau du Maghreb, c'est 21 millions. Mais vous savez que cette grande région Est-Méditerranée comporte des pays du Moyen-Orient, mais ça va également jusqu'au niveau du Pakistan et au niveau de l'Iran. Donc, ce n'est pas cantonné juste sur le Maghreb. Alors, si on revient à cette prévalence de façon plus focalisée et que nous voyons ce qui se passe au niveau du Grand Maghreb, vous voyez que les couleurs nous permettent un peu de distinguer entre des zones où la prévalence de l'antigène HBS est inférieure à 2%, c'est le cas du Maroc, et des zones où la prévalence est entre 2 et 5%, donc zones de prévalence intermédiaire, c'est le cas de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye, et une zone où la prévalence est encore très élevée et qui est au-delà de 8%, c'est le cas de la Mauritanie. Donc voilà déjà une cartographie concernant cette prévalence de l'antigène HBS dans la population générale au niveau du Grand Maghreb. Alors, pourquoi s'intéresser aux hépatites virales? Tout d'abord, parce que ce sont des pathologies qui tuent. On sait qu'elles tuent par le carcinome hépatocellulaire, on sait qu'elles tuent par la cirrhose et que certaines d'entre elles tuent par des hépatites aiguës également. Eh bien, quand on s'intéresse juste à l'infection par le virus de l'hépatite B, nous voyons que c'est l'infection qui tue le plus, bien plus que l'hépatite C, bien plus que l'hépatite E, bien plus que l'hépatite A. Vous voyez que là, avec l'infection par le VHP, on a des décès par hépatite aiguë, on a des décès par cirrhose et on a également des décès suite à un hépatocarcinome. Alors maintenant, nous allons rentrer vraiment dans le vif du sujet qui est la co-infection. Bien, avant, essayons de reprendre les chiffres qui ont été rapportés par
l'OMS, et on voit qu'il y a 257 millions, c'est une estimation, de personnes vivant avec le VHB, porteuses de ce virus, à travers le monde, dont 65 millions de femmes en âge de procréer. Il voudrait dire qu'il y a un risque pour les enfants, un risque énorme pour les enfants, et dont 2,7 millions sont co-infectés par le VIH. Donc, le problème est, la charge du problème est de 2,7 millions de personnes. Alors, si on veut parler en termes de prévalence, la prévalence globale au niveau mondial de l'antigène HPS dans la population générale est approximativement de 3,5%. Et la prévalence globale parmi les personnes vivant avec le VIH, elle est de 7,4%. Alors, un fait marquant, c'est le fait que nous avons 1,96 million de personnes co-infectées VIH-VHB qui vivent en Afrique subsaharienne. Donc, ça fait 71% des co-infections sont au niveau de l'Afrique subsaharienne. Et là, sur ce schéma, vous voyez un petit peu cette intersection entre l'infection par VHB et l'infection par le VIH qui donne ce 2,7 millions de co-infectés à travers le monde. Alors, déjà en 2010, on voit qu'il y avait eu une méta-analyse qui a permis de faire le point concernant cette co-infection parmi les pays d'Afrique subsaharienne, et des chiffres élevés avaient été retrouvés, donc 25% au Mali, 25% au Sénégal, Burkina Faso entre 10 et 28, le Ghana entre 17%, la Côte d'Ivoire entre 9 et 23%, etc., etc. Donc, nous voyons déjà qu'en 2010, il y avait ces chiffres qui sont très inquiétants, qui sont très élevés. Alors, pourquoi parler de cette co-infection VHB, VIH? Ben, tout simplement parce qu'on peut se rapporter à cette cohorte suisse qui nous montre que là, c'est dans les années 84-95, puis ensuite 96, 2004, 2005, 2009, nous voyons que la mortalité change du moment qu'il y a maintenant des traitements antirétroviraux qui permettent à la personne vivant avec le VIH de vivre pratiquement normalement. Et c'est d'autres pathologies qui ont le temps de survenir et d'entraîner leur propre mortalité. Et c'est le cas justement de ces lésions du foie qui sont entraînées par les virus des hépatites virales et en particulier de l'hépatite B. Et nous voyons ici, alors qu'auparavant, ça n'était pas du tout représenté ou très peu représenté, eh bien maintenant, il y a pratiquement dans la cohorte suisse, il y a pratiquement 15% de mortalité imputable à un problème hépatique. Donc, c'est un problème très important dont il va falloir tenir compte et il va falloir prendre des décisions pour pouvoir réduire cette co-infection et en tout cas la prendre en charge de la meilleure façon possible. Quelles sont les conséquences de l'infection à VIH sur l'hépatite B? Eh bien, on a 5 fois plus de passages à la chronicité lorsque la personne est co-infectée par le VIH. Il y a une charge virale VHB qui est beaucoup plus élevée, donc une maladie plus agressive. Il y a également 3 à 6 fois plus de cirrhose ou d'hépatocarcinome. Il y a 15 fois plus de décès liés au foie. Et ce schéma nous permet, c'est un schéma qui est ancien, hein, c'est une étude ancienne, qui nous permet de voir que lorsqu'il n'y a ni VIH ni VHB, bon, là, il n'y a pas de mortalité, pratiquement pas, c'est une mortalité naturelle. Mais quand il y a, par exemple, l'hépatite B toute seule, ben, on a un certain pourcentage de mortalité. Quand il y a le VIH tout seul, on a un autre pourcentage de mortalité. Mais quand les deux s'associent, vous voyez que ça monte très, très haut, très rapidement. Alors, revenons maintenant à la fréquence du portage de l'antigène HBS chez les personnes vivant avec le VIH en Afrique. Il y a différentes études qui ont été réalisées. J'ai essayé de choisir quelques-unes parce que n'a pas le temps de passer en revue
la totalité des études, et c'est juste pour vous montrer que ces chiffres sont élevés. Nous avons des prévalences de 16,9% prévalence de l'antigène HBS au Bénin. Et vous voyez qu'au Bénin, les personnes VIH avaient une prévalence de 16,9% de l'antigène HBS contre 10,9% pour ceux qui ne sont pas infectés par le VIH. À Ouagadougou, une étude a permis de rapporter une prévalence de 12,86%. En Guinée, une étude rapporte 12 co-infections VHB parmi 67 personnes vivant avec le VIH, ce qui nous ramène à des chiffres à peu près similaires de 17,9%. Toujours en Afrique subsaharienne, au CHU de Brazzaville, la prévalence des personnes vivant avec le VIH était à environ de 20%. Au Mali, c'était 21,5%. Une étude au CTA à FAN à Dakar retrouvait une prévalence de l'antigène HBS de 2,78%. C'était à partir d'une thèse de médecine qui a été soutenue en 2016. Au Togo, on retrouve une prévalence qui est quand même paradoxalement relativement basse, qui est par rapport aux autres chiffres, qui est de 8,92%. Et ça, c'est à partir d'une étude qui a concerné 3 sites à Lomé, et ça concerne encore une fois la prévalence antigène HBS. Au Maghreb, j'ai pris deux données, une concernant la cohorte de 3536 personnes vivant avec le VIH à Casablanca, où on trouve une prévalence qui est nettement plus basse par rapport à ce que nous avons vu en Afrique subsaharienne, donc 3,45% étaient co-infectés par le VHB. Au CHU de Monastir, la prévalence de la co-infection VHB chez les PV-VIH était de 5,4%. Et il y avait également une étude qui a permis de montrer que les hépatites occultes B représentaient 7% chez les personnes vivant avec le VIH. Donc, ce chiffre est quand même important parce que dans la plupart des études, cette hépatite occulte n'est pas recherchée. Et donc, c'est peut-être un facteur limitant au niveau de la prévalence réelle de l'hépatite B parmi les personnes vivant avec le VIH. Eh bien, on a vu ce que représente au plan épidémiologique cette maladie. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre l'hépatite B en général déjà, ce qui va concerner également les personnes co-infectées par le VIH? Eh bien, c'est d'abord la vaccination. C'est la vaccination des enfants, mais également insister sur la vaccination à la naissance. C'est la sécurité du sang, c'est la sécurité des injections, c'est réduire les risques, donc avec la distribution des seringues en particulier, les programmes de réduction de risque chez les personnes qui utilisent des drogues injectables. C'est le dépistage pour pouvoir traiter. Et là-dedans, l'OMS a déjà fixé certains objectifs pour avoir comme élément final, c'est l'élimination des hépatites virales à l'horizon 2030. Bien, effectivement, la plupart des pays se sont inscrits dans cette stratégie d'élimination de l'hépatite virale B, et tout d'abord par la couverture vaccinale chez l'enfant. Eh bien, regardons sur ce schéma, la couverture vaccinale avec 3 doses. Nous voyons en jaune la région Afrique, c'est cette courbe jaune. Voyons que ça a eu du mal à augmenter, mais maintenant la couverture vaccinale a rapidement augmenté jusqu'à atteindre un plateau maintenant autour de 75% de couverture grâce aux 3 doses de vaccin contre l'hépatite. Par contre, la dose donnée à la naissance qui permettrait d'éviter la transmission d'une mère qui est porteuse du virus de l'hépatite B à son enfant, bien là, c'est encore assez
assez timide, hein, ça n'augmente pratiquement pas, que ce soit dans la région Afrique, en jaune, comme également au niveau de la région Est-Méditerranée. Voilà, nous voyons que là, il reste beaucoup à faire au niveau de cette première dose donnée à la naissance. Alors, en fait, prévention et traitement se confondent avec la prévention et le traitement du VIH. Donc, si on prend en charge correctement l'infection par le VIH, si on le prévient correctement, ben on fait de même finalement pour l'hépatite B. Alors, en général, globalement, la sécurité transfusionnelle est assurée. Il y a encore beaucoup de difficultés d'accès aux consommables de soins, consommables jetables. Il y a peu de programmes de réduction des risques pour les personnes usagères de drogue. Il y a encore beaucoup de stigmatisation et de discrimination. Donc, quelqu'un qui est mono-infecté par l'hépatite B aura peut-être peu de mal à accéder à certains services. Par contre, s'il est co-infecté par le VIH, là, il risque d'y avoir stigmatisation et discrimination qui va peut-être l'empêcher d'aller bénéficier de ces services. Il y a également un problème d'accès aux tests diagnostiques. Bien sûr, quand on voit les recommandations nationales des différents pays, il est recommandé pour toute personne vivant avec le VIH de faire le dépistage des hépatites virales, mais il y a des difficultés de mise en œuvre sur le terrain. Pour le traitement, là, heureusement, ça se confond avec le traitement du VIH. Il y a des antirétroviraux qui sont actifs sur le VIH comme sur le VIH-B, et là, ça permet quand même de traiter peut-être, je dirais même, beaucoup plus facilement quelqu'un qui est co-infecté que quelqu'un qui est mono-infecté par le VIH-B. Donc, finalement, en conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Tout d'abord qu'il y a un gradient nord-sud de la prévalence de l'antigène HBS en Afrique. Ça, c'est le premier point. Que malheureusement, 71% des co-infections VIH-VHB seraient plutôt en Afrique subsaharienne. Chez les personnes infectées par le VIH et co-infectées par le VHB, la charge virale VHB est plus élevée, il y a une surmortalité liée au foie. L'hépatite B occulte est malheureusement largement non diagnostiquée. L'amélioration nette de la couverture vaccinale présage là d'un futur meilleur, mais les PVVIH restent très exposés du fait d'une prévention insuffisante, d'un accès insuffisant au dépistage de la co-infection VHB. Le traitement, par contre, se confond avec le traitement antirétroviral et donc là, a priori, le problème ne se pose pas. Je vous remercie. Je vous rends la parole, Monsieur le Président. Merci, cher Kamal, pour cet exposé très didactique et très clair sur la problématique de la co-infection VHB-VIH. Comme je remercie bien sûr Alice et Moussa pour leur intervention. Donc, nous avons eu un certain nombre de questions pendant donc, vos présentations. Donc, si vous voulez bien, nous allons commencer dans l'ordre. Et on va commencer par la première présentation, celle de Moussa Saïdi. Donc, il nous a parlé des nouvelles infections à VIH en Afrique francophone. Et il y avait essentiellement deux questions concernant donc l'accès et le coût de la PrEP au Sénégal, comme première question. Et la deuxième question concernait aussi la PrEP et on demandait est-ce que la PrEP ne favoriserait pas la recrudescence des IST? Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Vous m'entendez? Oui, tu peux m'appeler Nabil. Je vous entends très bien. Nabil, est-ce que vous m'entendez?
très bien, je vous entends très bien. Merci. En fait, la PrEP, ici au Sénégal, est utilisée dans le cadre de projets de recherche au niveau des populations clés, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs. Vous verrez que les études chez des professionnels du sexe et les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Mais ce n'est pas encore utilisé dans ces populations en dehors des projets de recherche. En tout état de cause, les antirétroviraux sont gratuits. Donc, il n'y a pas d'achat d'antirétroviraux, surtout s'il y a une association. On a parlé du tenofovir associé à la FTC, ce n'est pas vendu. C'est uniquement la TDF isolée qui est vendue pour les patients qui sont infectés par le virus de l'hépatite B. Concernant l'impact de la PrEP sur les infections sexuellement transmissibles, c'est vrai, en toute logique, on aurait pu penser que ça peut augmenter l'incidence des IST, mais dans les études publiées, cela n'a pas été démontré. On n'a pas du tout démontré que la PrEP augmentait l'incidence des infections sexuellement transmissibles. Au contraire, dans des études basées sur des modèles mathématiques, on considère que cette PrEP va améliorer le dépistage des infections sexuellement transmissibles, puisque cette PrEP est vraiment offerte dans un cadre global, comme je l'ai dit durant ma présentation, dans un package. Dans ce package, il y a le dépistage des infections sexuellement transmissibles et il y a même la communication en vue de prévenir ces infections sexuellement transmissibles. En fait, je voulais te demander, sur le plan épidémiologique, les populations clés pour les nouvelles infections, en fait, elles n'ont pas changé. Pardon? Les populations clés pour les nouvelles infections, est-ce que c'est toujours les mêmes ou est-ce qu'il y a un changement dans les populations si tu compares à des cohortes historiques? En fait, il y a des études qui sont venues au fil du temps. Au tout début, on ne s'intéressait pas beaucoup aux populations clés. C'est ensuite qu'on s'est intéressé aux professionnels du sexe, après aux consommateurs de drogues injectables, ensuite aux hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Ce que je peux dire, c'est que pour les professionnels du sexe, la prévalence a diminué, mais elle est toujours importante, comme vous le voyez. Ces 3-4 dernières années, la prévalence a diminué. Concernant les consommateurs de drogues injectables, il y a eu une première étude qui a été faite dans l'étude codicène que nous venons de faire. La prévalence semble également avoir diminué, n'empêche qu'elle est toujours importante parce que 10 fois supérieure, la prévalence est 10 fois supérieure que la prévalence observée dans la population générale. Par contre, chez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, il n'y a pas de franche diminution, absolument pas. La prévalence reste élevée, et même très élevée à Dakar, à Saint-Louis, dans la partie nord du Sénégal. Merci, merci beaucoup. Alors, on va passer à la communication de Alice. Alors, il y a une question sur le dolutegravir. Comme tu le sais, il est recommandé par l'OMS. Alors, tu as une question du Burundi qui demandait est-ce que vous l'utilisez facilement quand il y a une co-infection B et C chez des patients, bien sûr, qui ont une hépatopathie chronique? D'accord. Merci pour la question. Concernant l'utilisation du dolutegravir chez des patients qui ont une hépatopathie chronique, qu'elle soit B ou C, il va s'agir d'évaluer en fait le child pool de ce patient. Et on sait que le dolutegravir peut être administré chez les patients qui ont un child pool A et B. Par contre, cette administration n'est pas recommandée chez les patients qui ont un child pool C, parce qu'il n'y a pas assez d'études chez ces populations. Du point de vue des effets, par contre, des interactions, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on peut utiliser le dolutegravir aussi bien avec le Sofosbuvir, le Daclatasvir, le Sofolédi, sans interaction. Et comment vous surveillez le bilan hépatique pendant le traitement? Quel est votre, sur un plan pratique, comment vous faites? Vous surveillez une fois par semaine, au début du traitement?
en dehors de la classification de Child? Quels sont les éléments que vous utilisez? Les transaminases, les phosphatases, Il faut essentiellement se baser sur les transaminases pour rechercher une cytolyse hépatique qui peut être réalisée au début toutes les semaines, puis espacée à trimestrielle, de manière trimestrielle. On peut aussi, dans le but du suivi du patient, évaluer la fonction hépatique parce qu'on sait que la co-infection augmente la comorbidité chez les patients qui ont une infection virale B. Très bien. Merci pour ta réponse. Alors, je vais rebondir un peu sur un peu ta conclusion. C'est vrai qu'on a parlé de prévention durant tout ce symposium. Et tous les objectifs vont être revus à la baisse avec la COVID-19. Je ne sais pas comment vous travaillez actuellement, puisque ça devient un peu plus difficile. Peut-être qu'il y a moins de cas au Burkina, peut-être que je ne sais pas quelle est votre épidémiologie actuellement sur le Covid, mais je sais qu'actuellement, il est beaucoup plus difficile de travailler. Par exemple, chez nous, chez les mono-infectés, les traitements ne deviennent pas une urgence. Merci pour la question. Comme dans tous les pays, l'infection par le COVID-19 a eu un impact sur la prise en charge des patients, surtout en réduisant même le nombre de consultations, parce qu'au plus haut de l'épidémie, il a fallu réduire le nombre de consultations, donc les patients avaient du mal à avoir accès au traitement et donc ainsi à la prise en charge. Mais il y a eu des stratégies, notamment grâce au PEPFAR, qui permettaient déjà d'administrer, de donner des traitements de longue durée aux patients, ce qui nous a permis de couvrir les périodes à risque. Donc, c'était une des stratégies utilisées pour prévenir les ruptures thérapeutiques chez les patients infectés par le VIH. Cependant, il est sûr que les études sont toujours en cours. Je ne peux pas me prononcer, mais il est sûr qu'il y a eu un impact négatif sur la prise en charge des patients infectés par le VIH du fait du contexte général. Très bien, très bien. Alors, Kamel, merci pour ta présentation. C'est vrai qu'on voit que les problèmes sont très différents entre le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest, tant sur le plan épidémiologique, tant sur le plan de la prise en charge. Et alors, il y a une question qui vient là du Sénégal et qui demande, chez un patient qui a un hépatocarcinome, sur une hépatopathie, donc co-infection B et C, alors est-ce qu'on arrête les ARV? Si on ne les arrête pas, quels sont les ARV qu'on va privilégier, pardon. Bien, merci pour cette question. Écoutez, je pense que lorsqu'il y a une néoplasie, en particulier l'hépatocarcinome, on a tout intérêt à garder une immunité correcte pour pouvoir mieux, disons, traiter cet hépatocarcinome en fonction des différents choix thérapeutiques selon l'évolution. Alors, ça veut dire qu'il ne faudra pas arrêter le traitement tout simplement. Mais on sera peut-être amené à changer certains herbes et certaines molécules parce que certaines molécules risquent d'entraîner une toxicité hépatique. Et là, l'exemple type, si notre PVVIH est traité par une antiprotéase, ben là, bien sûr, il va falloir faire attention et peut-être là switcher cette antiprotéase par un autre produit afin de réduire les risques d'interaction avec les autres thérapeutiques qui vont être utilisés pour l'hépatocarcinome. Voilà, je pense que globalement, c'est... Alors, quels sont les... Bon, la question s'adresse aux trois orateurs. On peut recommencer dans l'ordre. Alors, dans votre stratégie de prise en charge des co-infections VIH hépatite, alors au Sénégal d'abord, est-ce que
le traitement est accessible? Est-ce qu'il est gratuit? Est-ce que les charges virales sont accessibles ou elles sont demandées, elles sont faites par le patient à titre libéral? Oui, le traitement d'abord de l'hépatite B, il n'est pas gratuit si c'est une mono-infection. Dans le cas d'une co-infection, c'est gratuit. Pour le traitement de la co-infection VIH, VHC, malheureusement, le traitement anti-VHC n'est pas gratuit. J'ai vu Alice mettre un prix pour le Sénégal. En réalité, on ne l'a même pas au Sénégal. On est obligé, oui, en réalité, on est obligé même de l'acheter dans les pays limitrophes. Donc là, vous n'avez pas le générique? Nous n'avons pas le générique, n'est pas vendu ici. Moi, si j'en ai besoin pour mes patients, je commande les produits actuellement à partir de la Côte d'Ivoire. Et puis les produits viennent par DHL. Donc, on n'a pas ces produits encore disponibles ici au Sénégal. C'est vrai que la prévalence globalement est très faible. Par exemple, dans l'étude policienne dont je parle des usagers de drogue, la prévalence la plus élevée se trouve chez les usagers de drogue. Mais sur plus de 250 consommateurs de drogue injectables, nous n'avions que, si je me rappelle très bien, 8 patients qui avaient une hépatite C active, 8 patients. 8 patients uniquement. 8 patients. J'ai eu à faire une étude aussi. J'avais sollicité tous les hépatologues du privé, tous les infectiologues, mais pour inclure 30 malades, ça a été très, très difficile. Nous avons utilisé la base de données des centres de transfusion sanguine. On n'en a pas beaucoup. Si je prends l'exemple de l'hôpital principal, qui est un grand hôpital, ils n'ont pas de cas d'hépatite C. Par exemple, dans l'étude que nous avons eu à faire à Dakar, avec les milliers de patients qui suivent, ils n'avaient pas un seul cas d'hépatite C. Donc, la maladie est là, mais elle n'est pas aussi fréquente que ça. Vous verrez rarement un hépato qui vous dira qu'il a plus de 2 cas dans l'année. Ce n'est pas très, très courant. On n'a pas les médicaments sur place. Très bien. Alice, alors Alice, quelle est votre stratégie actuellement au Burkina Faso? Et si tu peux répondre aussi sur la stratégie de la micro-élimination. Est-ce que vous avez déjà un programme comme ça qui est déjà destiné sur certaines populations pour la micro-élimination? D'accord. Merci pour la parole. Concernant le Burkina Faso, pour les co-infectés VIH-VHC, le traitement pour le VIH, il est gratuit. Par contre, le traitement pour le VHC, il est payant. Il coûte environ un peu moins de 300 000 pour les 3 mois de traitement. Concernant l'hépatite B, ce n'est pas mathématique, mais concernant l'hépatite B, par contre, on a des prix subventionnés qui nous permettent d'avoir le tenofovir pour les mono-infectés à 2 900 francs par mois, alors que pour les co-infectés avec le VIH, le traitement est gratuit. Concernant les charges virales, pour le B, aussi bien pour le B que pour le C, ce sont des charges virales payantes. Et il y a des efforts qui sont faits pour utiliser des plateformes de jeunes experts qui avaient été mises en place pour le dépistage VIH et de la tuberculose, pour l'utiliser pour les hépatites virales dans les différentes régions du pays. Le programme national de lutte contre les hépatites virales au Burkina Faso existe, mais il n'est pas fonctionnel par manque de financement. Donc, nous n'avons pas de stratégie avancée et de stratégie de micro-élimination. Les activités peinent à débuter et à démarrer par manque de financement. Très bien. J'avais parlé de la micro-élimination parce que la stratégie globale paraît plus difficile quand les moyens comme ça sont limités et pas accessibles. C'est pour ça que j'avais posé la question sur la micro-élimination. Sur certaines populations, ce serait intéressant de le faire. À l'échelle, ma réponse était à l'échelle nationale. Il n'y a pas de stratégie à l'échelle nationale. Il n'y a pas de stratégie à l'échelle nationale. Oui. Merci. Kamal, si tu peux nous donner un peu un état des lieux au Maroc, puisque tu représentes le Maghreb aujourd'hui. Oui, je pense
je peux commencer déjà par les bilans, en particulier les charges virales. Bon, là, bien sûr, on a des difficultés parce que la charge virale n'est pas gratuite, même si la personne vit avec le VIH. Pour les B ou pour l'hépatite C, bien sûr, il faut essayer d'avoir un financement pour pouvoir réaliser un bilan complet pour la personne. En général, soit que la personne a les moyens de payer cette charge virale, et c'est rare, soit que nous nous adressons à l'association de lutte contre le sida, qui est là pour aider et qui permet quand même de compléter les bilans des patients qui ont besoin de traitement. C'est comme ça qu'on arrive quand même à des charges virales initiales pour éventuellement entamer un traitement. Alors maintenant, en termes de disponibilité des j'ai parlé tout à l'heure de l'hépatite B en disant que la personne est co-infectée, c'est peut-être une chance dans la malchance, mais c'est qu'il a un traitement qui fait partie du traitement contre le VIH gratuitement, c'est pris en charge par l'État. Maintenant, malheureusement pour les mono-infectés par le virus de l'hépatite B, jusqu'à il y a 2 ans à peu près, 1 an et demi, 2 ans, c'était assez difficile de traiter une personne qui avait besoin de traiter parce que nous n'avions pas de générique et les prix étaient très importants et d'autant plus qu'on sait que le traitement n'a pas de durée bien définie et la personne était du mal à s'engager dans ses dépenses pour une durée très longue. Maintenant, nous avons la chance d'avoir un laboratoire national qui a mis sur le marché un générique du tenofovir qui est maintenant quand même relativement abordable. Et avec ça, on arrive à traiter les personnes non infectées. Donc ça, c'est quand même une avancée relativement importante qu'il faut saluer. En ce qui concerne l'hépatite C, là, le traitement est très difficile pour les co-infectés parce que nous n'avons pas de prise en charge, disons, fléchée vers les personnes qui sont avec le VIH. Donc là aussi, il faut se débrouiller, il faut essayer d'avoir les moyens du patient lui-même, il faut essayer de se faire aider par des associations. Et je voudrais quand même dire qu'il y a eu une initiative de l'État, du ministère de la Santé, pour prendre en compte plusieurs centaines d'hépatites virales C, y compris les PPVIH. Et ça a commencé du temps où le traitement de référence était l'interféron et la ribavirine. Nous avons poussé que ça continue et qu'on puisse avoir des nouvelles thérapeutiques dans cette initiative. Une stratégie a été mise en place, mais malheureusement, avec l'arrivée de cette pandémie, maintenant tous les fonds sont ailleurs. Et donc, les choses qui demandent un financement relativement lourd sont mises de côté. Et on espère qu'on va peut-être voir le bout du tunnel avec la COVID-19 pour pouvoir revenir nous intéresser au financement de l'hépatite C chez les mono-infectés comme chez les PVVIH. Voilà, donc, merci beaucoup, Kamal, pour ces précisions. Il y a des similitudes. On se rejoint à peu près dans les difficultés de la prise en charge du VIH et des co-infectés. Moussa, tu voulais rajouter un complément sur les charges virales? Oui, juste pour dire qu'ici au Sénégal, les charges virales VIH sont gratuites. Par contre, les charges virales VHB et VHC sont payantes. Très bien. Très bien. Alors, je pense que nous arrivons, il reste 1 minute, nous arrivons
au terme de ce symposium, hein, je saisis encore l'occasion pour remercier donc les laboratoires Gilead de nous avoir donné cette opportunité de parler d'un problème très important. Donc, on a vu l'impact donc de ces infections et VIH et des co-infections VIH-VHB. Et au temps du Covid, ça devient un peu plus difficile. Peut-être que l'année prochaine, on viendra avec d'autres données. Et je vous remercie infiniment. Merci Alice, merci Moussa et merci Kamel. Et à bientôt. Et bon congrès à tout le monde. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.